Je suis pas mal sûr qu'on a déjà parlé de paris sportifs. On n'est pas personne ici, malgré le fait qu'on soit inondé, là, dépendamment de... Ben, vous regardez pas tant de reportages de matchs, là, mais dépendamment du réseau, des fois, avant la mise au jeu, on est inondé. C'est catastrophique, c'est une plaie d'Égypte. Ouais. C'est un... Oui. C'est On est d'accord. Je le dis, il y a plein de gens qui aiment ça, puis... il y a certains médias qui ont certainement besoin de ces revenus-là, mais avez-vous déjà gagé quelque chose? Je ne sais trop, parce que moi, je ne m'y connais pas tant, mais vous avez vu comme moi que Travis Dermott est devenu le premier joueur à utiliser le fameux ruban de la fierté assez discrètement, ce qu'on m'a dit, mais bon, quand même, je vous dis, c'est rapporté un peu partout, puis je pense que c'est certainement pas discret de manière globale. Donc, il y en a un. Fait que là, je voulais qu'on prenne un pari, mais je ne sais pas comment ça fonctionne, mais tu sais, le over-under, c'est quoi ça? Tu dis un chiffre, mettons, puis on parie que ça va être plus ou que ça va être moins. Fait que si je dis 3... Il faut que tu dises 3,5. 3. Ah, bon, tu vois. 3 joueurs qui suivraient l'exemple de Dermott. 3,5. C'est quoi en français, over-under? Maintenant, si tu dis 3,5, là, il faudrait choisir l'under, ça serait 3 et moins. Le sou et ou l'over, ça su? serait 4 et plus. C'est ça. Fait que le sou ou le quoi? su... Ben, je vous demande à vous autres, mais je vais faire Combien de joueurs vont emboîter le pas? Au-dessus de 3,5 ou en dessous de 3,5? Est-ce que ça se pourrait que ça soit 3,5? 3 joueurs et demi. Mettons aussi Cole Caulfield, c'est ça que tu veux dire? C'est la demi? Je vais dire en dessous, moi. Moins de 3 joueurs et demi? C'est pas... écoute, les hockeyeurs ne sont pas militants pour eux-mêmes. Lorsqu'il c'est le temps de négocier leurs propres affaires, leurs conditions de travail. C'est un bon point, ça. Je pense pas qu'ils vont être militants pour tant que ça pour des divers groupes dans la société. Alors, je pense que je vais y aller en dessous de On 3,5. va tous miser en dessous de 3,5. Ils sont décevants en général. À ce niveau-là, oui. Rappelez-vous quand... C'était qui le premier Noir à avoir comme manifesté son mécontentement? Ça se peut-tu que ce soit Mike Greer à l'époque ou avant qu'il soit DG, dans la foulée de ce qui s'était passé dans la NFL avec Colin Kaepernick et tout ça. Là. Ouais. Il y avait eu des discussions par rapport à ça. Puis je pense qu'il y avait un joueur qui... là, je vous dis ça de mémoire, donc ce sera forcément incomplet. En plus, tu devrais toujours y aller approximativement. Ça sera forcément incomplet comme histoire, mais je me rappelle qu'il y avait un joueur de la Ligue nationale qui avait voulu manifester, mettons, son mécontentement par rapport à l'hymne américain, qui était soit resté dans le vestiaire... Peut-être qu'il avait mis un genou à terre pendant l'hymne national, mais en tout cas, il avait exprimé de façon publique ce désaccord, sa position. Et puis, il n'y a personne qui avait suivi. Et puis, au début, on s'était dit, ça va peut-être être le lancement d'un mouvement. Comme il y en avait eu un... c'était assez si j'avais candide. donné 2,5, est-ce que tout le monde restait en dessous aussi? Peut-être, parce que là, on peut se dire John Merrill, on pourrait parier sur John Merrill, qui était de passage la semaine dernière avec son Wild. Et puis, moi et un ou deux autres collègues, on lui en a parlé d'ailleurs. Il avait déjà pris position publiquement, puis il a un peu... il a renchéri là, en disant qu'il ne voyait pas comment la Ligue pourrait le sanctionner parce que ça paraîtrait très, très mal de toute façon si elle décidait de le faire. Fait qu'il était revenu un peu là-dessus, sans en dire plus nécessairement. Lui avait l'air assez convaincu. Là. Mais déjà, Dermott a reculé. Il a accordé une entrevue à The Athletic et il a dit là, je l'ai fait une fois, c'est assez, je ne veux pas embarrasser mon organisation, je vais continuer à l'extérieur de la patinoire. Et il a dit qu'il avait été contacté par personne de la Ligue, mais peut-être des messages qui se sont faits par le truchement de l'organisation. Mais c'est ça. Et c'est un joueur, il faut le dire, là, c'est pas un gars qui a le statut d'Austin Matthews ou de Sidney Crosby. C'est un gars dont le statut dans la Ligue nationale est assez fragile. Il n'a pas joué beaucoup la saison dernière. Il a subi une commotion cérébrale assez sévère et tout ça. C'est un gars qui a un contrat à 2 volets. Il n'y a peut-être pas les assises suffisamment solides pour pouvoir défier l'establishment de la Ligue, mais c'est un milieu qui est très conformiste, le milieu du hockey, et dans la culture, c'est imprégné jusqu'aux racines de ce sport-là. Quand tu contestes, tu es victime de représailles, tu es ostracisé. Je parle depuis 25 ans à des parents du hockey mineur, puis la première chose qu'ils disent, c'est « Nommez pas mon nom parce que mon enfant va jouer moins. Va être victime de représailles. » Donc, c'est très ancré dans la mentalité du hockey. Donc, je pense pas que ça va devenir un mouvement
général. Non, ben non. Pour rester dans les sujets épineux, rappelez-vous à quel point ça avait été long pour la Ligue nationale quand elle était dans la bulle, puis qu'il y a eu ces immenses mouvements de contestation populaire après le meurtre de George Floyd. Là. Ouais. Tout le monde avait embarqué, là, la NBA, tout le monde avait pris les devants, une certaine initiative pour prendre position, justement, puis y aller d'acte. Et la Ligue nationale, ça avait fini par se faire, mais ça avait été long. Ils étaient toujours en retard, toujours à la remorque. Même là, c'était très, très timide. Ouais. Dans ce contexte-là, ils avaient lancé leur Hockey Diversity Alliance en partenariat avec Hakim Aliou, Evander Kane. Il y en avait quelques-uns là-dedans. Puis aujourd'hui, cette fameuse diversité dont on se réclamait et dont on disait qu'on en prêchait la vertu et les valeurs, ça, c'est fini. Ça n'a finalement que très peu d'importance. Cela dit, je voulais surtout mettre la lumière sur justement ceux qui font pas comme les autres. Alors, Travis Dermott en tête. Et mon nouveau citoyen corporatif préféré, croyez-le ou non, les Coyotes de l'Arizona, qui ont émis un communiqué qui disait appuyer la démarche de Dermott, qui vont tenir une soirée en... Pas bénéfice. C'est leur soirée de la diversité jeudi. C'est ça. Ils vont tenir une soirée de la diversité. C'est leur soirée thématique. En soutien, quoi, on peut dire peut-être. C'est ça. Comme quoi, c'est pas impossible de le faire. Puis c'est pas... Martin, tu dis, les joueurs de hockey, ils sont pas... C'est pas naturel pour eux justement de briser le rang. De contester. Regarde, c'est correct. Ouais. C'est correct. Puis c'est comme ça. Puis c'est la même chose pour les propriétaires d'équipe. C'est correct. C'est comme ça. Mais les Coyotes, qui l'eût cru? Mais les équipes Leaders de changement social. Mais les équipes vont continuer d'avoir des soirées thématiques là, sur l'inclusion, la communauté. Il y aura juste plus d'affichage. C'est juste qu'il y en a, ça sera plus Il y aura affiché pas de sur la patinoire. Il n'y aura plus de chandail, il n'y aura plus de ruban gommé. Alors ça fait drôle. Alors ça dit... On est pour l'inclusion, mais... Mais pas trop. Mais c'est ça. Pas. Il y a des limites. Est-ce qu'il va y en avoir une à Montréal? Il y a déjà quelques soirées thématiques de prévues. Halloween, ça s'en vient. C'est ça. Il y a, je pense, remplacer la soirée militaire aussi. Il y en a quelques-unes. Fait que j'imagine qu'ils vont... J'imagine. Mais c'est pas obligé, là. C'est pas obligé. C'est correct. Mais c'est pas confirmé. Je sais pas. Chacun... libre et laissé. OK. Aujourd'hui, la revanche des mal-aimés, de l'art de la mise au jeu. Et est-ce que c'est le temps de la grande scission? C'est tellement hockey, épisode 266. Et là, on est dans un nouveau studio. Le studio L, hein? Ça intéresse le monde. En direct du studio. Non, c'est même pas en direct en plus. En différé. En différé du Pourquoi studio L. Je pensais qu'il avait nommé en mon nom, mais qu'il n'avait pas eu le temps de mettre les autres lettres. Mais le studio L, à côté, il y a le E, le C. Fait qu'on ne saura pas pourquoi ça rigole. Je pense que Martin a fait une joke, mais on l'a pas entendu. D'accord. Alors, il a fait une joke et il est le chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada. J'ai nommé M. Martin Leclerc. Salut, Martin. Bonjour, messieurs. Bienvenue chez vous. Notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH aujourd'hui, M. Alexandre Gascon. À temps partiel. Salut, Alex. Bonjour, messieurs. Et je m'appelle Alexandre Coupal. C'était pas un Picasso, là, c'était rien de parfait, là. Mais ils ont passé du temps dans notre zone, mais on s'est bien défendu. OK? Puis je trouvais que la POC abondissait partout, on dirait, pour nous autres en zone offensive. On n'était pas capable de, un bon bout de la game, de pas commencer notre offensive parce que les POC bondissaient. On était juste un petit peu à passer par-dessus notre hockey, on était juste un petit peu trop loin pour commencer ça. Fait que, mais on a resté patient, on a pris on a tué des grosses punitions, on a attaché un but puis se séparer à la fin. Ah voilà, Martin Saint-Louis avec un de ses commentaires d'après-match, la victoire du Canadien contre les Sabres à Buffalo lundi soir. Je ne sais pas si Picasso, c'est le peintre de la perfection, par exemple. Non, c'est ça. Moi, il faut qu'ils arrêtent. Il faut que les gars arrêtent ça, cette expression-là. Ils ont déjà été dans un musée. C'était prêt. Dis, c'était pas un Monet. Il y a plusieurs teintes. L'impressionnisme. La finesse du geste, le détail, le souci du détail. Mais dis, c'était pas un Picasso. On n'a pas établi notre plan de match à gros traits. Tout en cube, tout croche. On leur demandait qu'est-ce que vous voulez dire exactement? C'est pas un Picasso? Il faudrait les relancer. Je pense qu'il y a là une sous-question, Alex. On va te mandater. Mais avez-vous trouvé que c'était un match tout croche? Moi, j'ai trouvé que c'était Picasso. C'était un Picasso, non, mais comme match sur la route. Ouais, c'était bon. C'est parfait. Ouais.
Honnêtement, oui, parce que il a quand même raison, même si les Sabres ont pas mal plus de lancers. Ils n'ont pas été extrêmement menaçants là, à 5 contre 5. Là. Ils n'ont pas été extrêmement menaçants. Donc oui, il y avait une part de... c'était assez vrai. Quand il disait qu'ils ont eu beaucoup de temps de zone, de temps de glace, je reprends ça. Ils ont eu beaucoup de temps en zone offensive, temps de possession de rondelles en zone offensive, donc dans le territoire du Canadien, mais ça n'a pas mené à grand-chose. C'était assez vrai. Allen a été très solide aussi, là, donc je pense que 1 ou 2 buts de plus, puis mettons 2 buts de plus, puis son discours aurait pu être différent. Là, c'est quand même Jake Allen qui a permis aux Canadiens de ressortir avec la victoire, parce qu'à force de... quand tu n'as pas la rondelle non plus, puis que tu te défends sans arrêt, même si c'est pas toujours des chances de qualité, ça finit par épuiser là, de pourchasser la rondelle comme ça, puis disons qu'il a fait quelques arrêts qui ont changé la donne du match quand même. Meilleur match défensif du Canadien depuis le début de la saison. Seulement 11 chances de marquer de qualité pour les Sabres qui ont une bonne équipe offensive, on s'entend. Mais qui en arrache en début c'est ça, c'est un début de saison difficile pour eux. Jake Allen, il y a quoi? Il y a 956 de moyenne d'efficacité, 957 à ses 2 derniers départs. Ça va bien dans ce temps-là pour n'importe quelle équipe de hockey, mais j'ai aimé... Le Canadien était extrêmement permissif au cours des premiers matchs de la saison. Beaucoup de chances de marquer, énormément de pénalités aussi qui ouvraient la voie à ça. Là. Ça crée des brèches dans un match, ça brise le rythme. Un petit peu plus de discipline. Il y a quand même eu 5 mineurs hier? 5. C'est pas une immense amélioration. Là. Mais un léger effort. C'en est une. Et l'unité de désavantage numérique depuis une semaine est à 90 %. Ça aussi, ça... Ouais. C'était 73 dans la première semaine. Donc, Martin Saint-Louis disait samedi, on n'a presque pas de temps pour s'entraîner. C'est difficile de faire des changements et de voir des progrès, de faire ça en un claquement de doigts parce qu'on n'a pas beaucoup de temps pour s'entraîner. Mais il y a quand même, on voit qu'il y a des aspects sur lesquels on travaille puis que l'équipe se concentre là-dessus. Alors, il y a du progrès et quand même... Après 5 matchs, une fiche de 700 pour cette jeune équipe qui a perdu Kirby Dach. Aussi bien de mettre ça en banque tout de suite, ces points-là, parce qu'il y a probablement des temps difficiles qui vont arriver à un moment donné. Prenez une photo, gardez-la dans votre portefeuille, parce que c'est ça va peut-être changer. Cela dit, moi, je vais me permettre de ruiner la fête, mais il n'y a pas vraiment d'équipe. T'sais, les Sabres, c'est une bonne équipe, mais ils sont pas là, ils se cherchent. Il n'y a pas eu vraiment d'opposition, mis à part peut-être les Leafs au premier match. Là. Ah ben le Wild. Le Wild c'est à la hauteur de son talent. Ouais, le Wild, c'est une bonne équipe, effectivement. Mais c'est vrai que les Capitals de Washington, on on peut leur prédire des temps durs, je pense. Là. C'est vraiment... C'est quoi, la deuxième équipe la plus vieille de la Ligue nationale en ce moment, les Caps? Et puis... ça paraît à bien des niveaux. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas une immense opposition, mais comme Martin dit, reste qu'il faut les gagner et les amasser, ces points-là quand même. Puis, c'est vraiment pas donné pour une équipe de la force ou de la puissance du Canadien. Alors oui, c'est un bon départ. Là. On n'a pas le choix de le reconnaître. Admets-le. Avec contribution inattendue de la part de quelques acteurs. Voilà, les mal-aimés. En aide de soutien. Ouais. Les mal-aimés, plutôt précédemment dans cette saison, j'ai donné le surnom à Tanner de « Il n'intéresse personne. » Mais maintenant, il intéresse tout le monde, vraiment. Enfin, ça fait quelques matchs. Puis Brendan Gallagher, dont on a soulevé des questions très tôt pendant le camp, souvenez-vous. On s'est surtout dit que c'était une année cruciale pour lui. Oui, mais c'était pas. Il n'y avait pas grand monde de rassuré là, ici. Puis là, je sais qu'il trouve le fond du filet en plus à la façon de Brendan Gallagher. Exactement. Mais au-delà de ça, ça pourrait pas être plus, c'est ça. Gallagheresque. Gallagheresque. Ouais. Voilà. Au-delà de ça, moi, tout ce qu'il avait de la difficulté à faire la semaine passée, c'est-à-dire atteindre la rondelle, faire de quoi avec, même ça, on le voit, là, on le voit être plus rapide sur le jeu et d'être capable de faire autre chose que de perdre la rondelle à force de l'avoir pourchassé. Oui, puis contre Washington, quand il a marqué son premier but, il avait joué 9 minutes 27. Ouais. Et puis hier, c'est quoi, 11 minutes? C'est pas beaucoup. 9-27, c'est vraiment pas beaucoup. Et puis hier, c'est 11-14. Alors ça, c'est vraiment un temps de glace digne d'un employé de soutien. Là. Je pense que sa moyenne a baissé beaucoup par rapport à l'année dernière. De pas loin de 3 minutes, 2 minutes 40 par rapport à la saison dernière. C'est énorme. Puis déjà, à 14 minutes, c'était pas prolifique, mais disons, là, comme temps de glace. Alors, de trouver le moyen d'être efficace avec si peu de temps, essentiellement qu'à 5 contre 5, un peu d'avantage numérique quand même. À date, honnêtement, il faut reconnaître là, la qualité de son jeu.
C'est assez impressionnant. Il se sent peut-être pas mis sur les lignes de côté. Il accepte son rôle, mais il voit bien là, que ce ne sera plus jamais le moteur qu'il a déjà été. T'sais. Gallagher, c'était le gars qu'on plaçait un peu n'importe où là, pour insuffler un peu de dynamisme à un trio qui se cherchait. Genre, à une certaine époque, c'est peut-être lui là, qui jouerait avec Cole Caulfield puis Nick Suzuki ce soir contre les Devils pour essayer de les dynamiser. C'est plus le cas. Il en est conscient. Trouve le moyen de contribuer quand même autrement. Et puis, encore une fois, c'est ça. C'est tout à son honneur avec un temps de jeu aussi limité. Ouais, puis, il a essayé de se réinventer depuis le début de la saison dernière, un peu comme le gars qui restait un peu plus en retrait, un peu plus dans le haut des cercles de mise au jeu pour attendre, pour prendre des tirs et tout ça, pour essayer de diversifier son jeu. Puis je trouve que cette recette-là lui souriait mal un peu. Et ses 2 buts au cours des 2 derniers matchs, c'est en fonçant comme un train dans le demi-cercle du gardien là, pour aller chercher des rondelles dans un périphérique, dans une distance très rapprochée du gardien. Et ça, c'est Brendan Gallagher. Si on faisait un collage de tous les buts qu'il a marqués dans la Ligue nationale depuis son arrivée, il n'y en a pas beaucoup qui ont été réussis de loin. Là. Alors, tant mieux s'il fait ça. Et c'est probablement inspirant pour le reste de l'équipe de voir le trio de Monahan, Pearson, Gallagher travailler comme ça, puis aller chercher des résultats. Hier, j'ai passé un peu de temps, je faisais de l'insomnie cette nuit, puis je regardais le nouveau volet statistique là, qui est disponible sur le site de la Ligue nationale. Le Edge, les statistiques compilées avec les senseurs qu'on place sur la patinoire et donc une forme de statistique avancée. Et il n'y a pas beaucoup de gars chez le Canadien qui marquent des buts à distance rapprochée. Là, la présence très rapprochée près du filet adverse, on n'en voit pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de gars du Canadien qui font ça. Alors de voir des vétérans qui ont leur casque de construction et leur bottine de travail et qui le font, ben ça va peut-être avoir un effet d'entraînement. Est-ce que ça peut durer? Il y a une raison pour laquelle ce trio-là fonctionne bien, là. Parce qu'on n'a pas parlé de Pearson non plus, mais il y a 3 buts, 2 passes en 5 matchs. Ouais. Donc, c'est assez impressionnant. Mais tu vois que c'est ça, c'est un vétéran qui a appris à jouer au hockey de la bonne manière, dirait Darryl Sutter. C'est un joueur de hockey. Contrairement à il a appris son hockey sous Darryl Sutter. Comme les Tyler Toffoli de ce monde. T'sais, c'est des gars qui sont responsables, qui commettent pas d'erreurs ou de revirements, ou très rarement. Qui ont une bonne gestion de la rondelle. Le ratio risque-récompense, c'est élevé. Pour parler en termes Martin Saint-Louesque. D'autres, t'es dans le néologisme d'adjectif, j'aime ça. Mais la raison pour laquelle ce trio-là fonctionne, c'est Sean Monahan. Parce que Monahan fait en sorte, et ça m'inquiète jusqu'à un certain point, quand Christian Dvorak va revenir, si jamais il prenait la place et puis qu'on remontait Monahan un peu parce qu'il y a d'autres problèmes à régler ailleurs. Dvorak n'a pas les mêmes qualités que Monahan. Entre autres, c'est pas tant que ça un bon patineur, un joueur de centre capable de transporter la rondelle en zone neutre, par exemple. C'est vraiment pas sa force. Monahan fait ça parmi autres choses, là, mais il y a très peu de faiblesses. Et à mon avis, ce qui est le liant en ce moment entre les 3 vétérans, c'est lui. Et Pearson et Gallagher, on verra, c'est un début de saison, mais avec un autre joueur de centre, ça pourrait être plus compliqué. Avec un Dvorak, par exemple. À la limite, j'aimerais mieux voir Jake Evans essayer de garder cette chimie-là, si je peux dire, ou cette combinaison-là qui fonctionne bien avec les 2 vétérans. On verra, mais c'est sûr que, à mon avis, c'est Sean Monahan qui fait en sorte que, c'est pas pour enlever du crédit aux autres, là, qui se défoncent, puis clairement qui sont des professionnels, là, avec tout ce que ça veut dire, mais je pense que c'est Monahan qui est quand même le ciment là-dedans. Là. Mais la vérité, c'est que Monahan, il est vraiment bon. Oui, c'est ça. Il y a un très bon début de saison. C'est un peu un trio de joueurs, je ne sais pas si on doit dire qu'ils sont en sursis, mais ce sont des joueurs qui ont été blessés pas mal au cours des dernières saisons. Fait que le défi pour eux, c'est de rester en un seul morceau et d'être capable de passer à travers la saison. Ils ont tous avantage à faire ça. Martin Saint-Louis parle souvent des joueurs qui doivent trouver une façon d'hausser leur valeur. Mais eux autres, la façon d'hausser leur valeur, c'est de jouer des matchs et d'éviter la liste des blessés. Et Monahan, je sais pas si
je ne sais pas si on peut dévier là-dessus tout de suite, mais sur l'aspect des mises Dévions. Sur l'aspect des mises au jeu, il est premier dans la Ligue nationale en ce moment à 65,4 %. C'est assez hallucinant. Et ce matin, avant de me rendre ici pour vous rejoindre, je regardais un peu son historique à Monahan en termes de mise au jeu dans la Ligue nationale. Et quand il a commencé sa carrière, c'est un gars qui était à 46-49 % dans le cercle des mises au jeu. Puis il s'est amélioré peu à peu. Il est allé chercher 1 ou 2 points de pourcentage d'année en année. La saison dernière, 55,1 %, un gros bond en avant. Là, il est à 65 %. Ça va être difficile à soutenir parce que le meilleur joueur des 10 dernières années, je pense, a eu 62 % d'efficacité, 62 points quelques. Mais j'ai regardé aussi les autres centres du Canadien parce que le Canadien est premier dans la Ligue en ce moment à 58,1 %. Premier dans quelque chose? Ben oui. Et Jake Evans est à 63,9 %. La saison dernière, si ma mémoire est bonne, il était à 52 %. J'ai une faute dans mes notes, j'ai écrit 62, mais il était à 52, je pense. Donc, c'est un gros bond en avant. Et Nick Suzuki est à 57,8, alors qu'il était à 47,3 la saison dernière. C'est des améliorations de 10 %. Et cette amélioration-là, collective, c'est les 3 centres avec une grosse amélioration dans le cercle des mises au jeu. Ça me fait croire qu'il y a quelque chose que le Canadien a fait cet été. C'est pas un hasard. Il y a un mentor qui est arrivé dans le décor où il y a quelque chose que les joueurs de centre ont fait pour s'améliorer. Parce que Patrice Bergeron. C'est anormal d'avoir un taux d'efficacité qui bondit comme ça là, simultanément avec 3 centres au sein de la même équipe. Et c'est un plus. C'est pas essentiel d'être premier dans les mises au jeu pour avoir du succès collectif dans la Ligue nationale, mais si ça t'aide à avoir la rondelle plus souvent... Puis on l'a déjà dit, c'est certainement quelque chose qui se travaille. Et peut-être qu'on a la démonstration sous les yeux. Exactement. Ouais. Alex, veux-tu ajouter quelque chose? Puis en plus de ça, Cole Caulfield et Josh Anderson sont à 100 %. Ça te donne... Il y a peut-être là, Cole Caulfield, je pense que c'est une... Non, mais blague à part, l'absence de Doc aussi... ne nuit pas, là, parce que lui, il n'y avait pas de bon, là, ou je pense pas, là, non, du moins, ça restait problématique, mais pour juste recouper ce que Martin vient de dire, si Monahan, tu sais, dans le fond, Monahan, au début de sa carrière, Moynihan, quand je suis chez moi, devant la télé, souvent, Moynihan! Il y a de l'espoir pour Doc, c'est ça que je veux dire. Monahan est une source d'espoir. Mais c'est vraiment un gros progrès, là. C'est inusité de voir 3 joueurs de centre de la même équipe faire un bond comme ça. C'est un sujet tout trouvé, ça, Martin. On va investiguer. Alex, mission. C'était dur de pas rire la situation qui était. Là, puis je sais, il était vraiment là, dans une situation difficile. Là, il bloque un gros lancer, que ça lui a fait mal. Puis là, il en bloque un autre, il pèse sa lame. Mais comme il va essayer de bloquer le prochain même. Là, il va essayer de faire ce qu'il peut. Mais c'est... Non, c'est un gars qui fait tout pour l'équipe. Oh oui, puis on espère que ce sera pas trop grave. Là, on enregistre mardi matin, on n'en sait rien. J'adore ça, moi. On parle, puis quand vous nous écoutez, vous savez tout. Puis nous, on sait rien. Nous autres, on sait rien. Hein? Puis c'est un transfert de connaissances. C'est correct. C'est correct que ça aille dans les deux sens. Reste que c'était plutôt amusant d'entendre Martin Saint-Louis en parler de cette manière-là. Je rebondis, je vais dans une autre direction parce que, Alex, c'est toi qui proposais cette idée-là, puis c'est intéressant, puis il faudra voir quand Christian Dvorak va revenir, quel effet ça va avoir sur les autres. Moi, il y a 10 minutes, je viens de dire que Sean Monahan, il m'impressionne. Je pense, s'il peut rester en santé, je pense que ça peut être non seulement un atout cette année, mais... Je pense qu'il y a peut-être là quelque chose, un complément intéressant à ce qu'on essaie de construire. Puis je suis certainement d'avis que peu importe où on le mettrait dans l'alignement, ça dynamiserait les choses. C'est sûr. Moi, j'aimerais beaucoup le voir, par exemple, à la place de Nurok au centre et revoir Nurok à l'aile avec Slavkovski. Enfin, ce sont là des scénarios. Et ça fait quelques matchs là, qu'on voit... que c'est ça, la quête d'un complément à Cole Caulfield, Nick Suzuki ne trouve pas de réponse. Alors, Alex, puisque tu proposais de les séparer, je te laisse le fardeau de tout ça. Non, tu te feras bombarder sur... si vous voulez le bombarder sur Twitter, sa poignée, c'est... Non. C'est quoi ta... Gascon? AG1223. AG1223. Non, mais c'est pourquoi pas? Puis c'est pas de dire que ça marche pas ou que ça fonctionne pas ou d'être négatif, mais...
pourquoi pas? Moi, j'aimerais ça, voir Caulfield avec un autre centre. Là. En fait, c'est un sujet de discussion, un peu inspiré par Benoît, d'ailleurs. Là. Benoît, on ne souligne pas assez son apport. Ton apport. Oui, parce que moi, j'ai trouvé le studio rapidement, contrairement à d'autres. Et puis, j'ai eu le temps de jaser avec Ben. Et la question, c'était plus les séparer. C'est ça, c'était une question. Les séparer, point d'interrogation. Oui, on discute. Là. Discutons. Moi, je suis pas convaincu pour l'instant, mais peut-être que ça peut avoir matière à débat. Mais ça pourrait être intéressant, effectivement. Est-ce qu'ils sont obligés d'être liés l'un à l'autre, là, comme un bas gauche et un bas droit? C'est bon, ça. Mettons. Et encore ça, des fois, on peut faire preuve de créativité puis alterner entre les couleurs. Mais justement, alors je me dis, non, mais ça pourrait être intéressant peut-être si ça se poursuit comme ça. Parce qu'à 5 contre 5, je sais que Caulfield a 5 points en 5 matchs. Ça se passe très bien. Il a marqué en avantage numérique. Il a marqué en prolongation à 3 contre 3. Donc, je compte pas vraiment ça comme du jeu. Oui, c'est à égalité numérique, mais on s'entend que c'est une phase de jeu complètement à part, là. Suzuki a amassé aussi un point en avantage numérique sur le but de Monahan contre Washington. Mais leur jeu à 5 contre 5 n'est pas aussi... ils scoltinent les meilleurs trios. Le plus gros du travail. Ça, c'est sûr. Mais advenant que c'est peut-être plus dans le cas de Suzuki, où à part dans l'avant-dernier match contre les Caps, il nous a démontré qu'il était quand même en forme. Il a été plutôt discret offensivement jusqu'à présent. Est-ce que ça vaudrait la peine éventuellement de répartir la tâche, le fléau offensif aussi en même temps? Je serais curieux. Mais avant ça, je placerais d'autres ailiers à droite pour voir ce que ça donnerait. Sean Monahan. Ben, Monahan, on est pas mal certain que ça marcherait, là, parce que les données de l'année dernière étaient probantes. Avec Kirby Dack, c'était très bon aussi, mais ça, c'est plus une option. Avec Josh Anderson, ça n'a jamais fonctionné et ça n'a pas plus fonctionné en début de saison là. Et pour l'instant, à RHP, ça n'a pas non plus été la panacée. Donc, j'imagine qu'il cherche, qu'il n'est pas sûr. Est-ce que Slavkovski pourrait avoir droit à un essai? Newhook, mais là, son problème, c'est ça, c'est qu'il y a 4 centres en ce moment. Donc, Newhook et Monahan sont un peu coincés dans le milieu, là, entre guillemets. T'sais, quand Dvorak va revenir, ça va lui donner un petit peu plus d'options, mais je pense que ça vaut la peine de poser la question. Est-ce que le CH pourrait répartir ses forces puis arriver avec quelque chose de plus équilibré? C'est Martin Saint-Louis qui en parlait lui-même en disant, dépendant de l'adversaire, des fois, ça vaut la peine d'équilibrer un peu plus tes trios plutôt que de placer la plupart de tes œufs dans un même panier. Je serais curieux de voir ça, en fait. Pas sûr, hein? Non, mais tu sais, est-ce que c'est le troisième joueur du trio qui est le problème? À un moment donné, cette paire-là est supposée d'être dominante. En tout cas, c'est supposé être la meilleure paire du Canadien. Et à 5 contre 5, ils ont de la difficulté. Là. Ils sont sous la moyenne de la Ligue nationale en termes de présence offensive quand ils jouent à 5 contre 5. Suzuki et Caulfield. Et je reconnais que la situation est difficile. Ce sont 2 jeunes joueurs qui jouent contre les meilleurs trios adverses soir après soir, mais je pense qu'ils doivent en donner plus un peu. On parlait tantôt ils jouent beaucoup en périphérie. Quand tu regardes d'où viennent leurs tirs et tout ça, puis je comprends que Cole Caulfield ne peut pas jouer dans la circulation de la même façon que Josh Anderson le fait. Il ne peut pas faire ça, mais ils nous ont montré dans le passé qu'ils peuvent être meilleurs que ça à 5 contre 5. Et c'est en tout cas, à égalité numérique, c'est plus difficile. Quand les unités spéciales sont là, il y a des chances de marquer qui surviennent, quoi qu'il n'y en a pas autant qu'on a pu le voir en certaines occasions dans le passé. Mais ces deux-là, s'ils doivent jouer au sein du premier trio du Canadien, ils doivent être meilleurs que ça à 5 contre 5. Et je pense pas que ça devrait dépendre du troisième joueur du trio. Les trios sont pas coulés dans le ciment. Ce sont 2 joueurs qui aiment beaucoup jouer ensemble, qui ont des affinités en dehors de la patinoire, qui passent leur été à jouer au hockey 3 contre 3 ensemble. Tout ça, mais ça peut être bon. Dans le vestiaire, là, mais ça peut être ça. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, s'ils ne sont pas plus performants que ça, 5 contre 5, ça pourrait être une idée. Mais il faut que la solution de rechange soit invitante aussi. Oui, enfin. Et là, je réitère, là, on n'est pas... pas de panique, là. Les choses vont... Non, mais pas de panique, là. On fait juste discuter. Puis dans ce même ordre d'idées-là, moi, je trouve ça très enthousiasmant, Alex Newhook à l'aile. Puis c'est ça, je suis moins enthousiaste depuis. Mais pas de panique, là.
puis on reste cool. Mais c'est ça. Dans tout ce grand rebrassage-là, j'y pense. C'est long, une saison de hockey. Tout n'est pas égal pendant 82 matchs. Il y a des choses, des fois, qui mettent plus de temps à se placer. Mais là, on arrive bientôt au mois de novembre. Ah oui. Et c'est ça. C'est quoi déjà... c'est quand déjà? Il y a plusieurs barèmes. Ça vaut plus la peine de jouer. Là. Il y a plusieurs barèmes. À la Thanksgiving américaine. La Thanksgiving. Tout ce qu'on joue après la Thanksgiving. Mais il y avait quand même, il y a quand même une statistique sur le 1er novembre qui est assez inquiétante aussi. Là. C'est comme si on reculait toujours plus. Puis, bientôt, le 17 octobre, c'est pas en série, c'est fini. Alors, on va se garder une petite gêne avant de faire tomber le coup près au 1er novembre. Et novembre, de ce qu'on a compris, c'est à ce moment-là que Christian Dvorak va... Parce que ça, de toute façon... Dvorak étant placé sur la liste des blessés à long terme doit obligatoirement manquer 10 rencontres. Et là, il y en a 5 de jouer. Alors, ajoutez-en 5 au décompte. Puis vous allez voir à partir de quand Dvorak serait théoriquement disponible. Nous, à l'entraînement, on voit un gars qui a l'air prêt à jouer au hockey. On n'est pas médecin, là. On ne va pas poser de diagnostic ni rien, mais déjà, il n'y a plus de chandail. Il s'entraîne sans aucune restriction présentement avec ses coéquipiers. Il y a un coup de patin aussi fluide que ce qu'on a vu de sa part, qui lui est possible. Alors... Est-ce qu'il est très démonstratif sur la patinoire? Oui. Il sourit. Le charisme transcende, je dirais. C'est un homme nouveau. Je l'ai vu sourire l'autre jour. Ah oui, hein? Ah oui, en photo, là. Quand David Savard a bloqué des lancers. C'est ça, il trouvait ça bien drôle. Il était crampé. Il trouvait ça bien drôle. Là, David, on n'en a pas parlé, mais possible qu'il soit blessé, là. Sérieusement? Non, mais c'est pour ça que je disais tantôt, on ne le sait pas, là, mais oui. C'est ça, on a dévié. Non, mais... mais c'est ça, il a bloqué un tir très dur avec sa main avant de perdre sa lame de patin sur le tir suivant qu'il a bloqué. Et habituellement, quand un joueur lâche son bâton comme ça, la réaction qu'il a eue en recevant ce tir-là, ça annonçait pas de bonnes choses. J'ai très hâte de voir qu'est-ce que le Canadien va annoncer avant le match de mardi. David Savard, c'est un gars qui est très dur à son corps, qui est très dur au mal. Oui, qui résiste, qui a une bonne force de résistance au mal. Il a été élevé un peu, il a joué plusieurs saisons pour John Tortorella, où un entraîneur pour qui les journées de congé à l'entraînement étaient interdites. John Tortorella, son mantra, c'était « Si tu n'es pas capable de t'entraîner, ça veut dire que tu n'es pas capable de jouer. » Alors, il a été élevé dans cette... Fait que là, « Rest is a weapon », c'était pas écrit dans son bureau. Non, c'est « Rest... rest is a place sur la passerelle pendant le match. » Rest is for the weak. C'est ça. Alors j'ai très hâte de voir s'il va disputer ce match-là, mais les gants, quand tu reçois un tir avec une rondelle gelée à 100 000 à l'heure sur le revers de la main, il y a des chances qu'il y ait une blessure assez sérieuse. On va le savoir assez vite, mais en fait, vous le savez probablement déjà. Parce que le Canadien, si Savard est blessé, n'a que 5 défenseurs. Donc, ils vont être obligés de procéder à un rappel. Là. Et des défenseurs droitiers, il n'y en a pas... Ça sonne Gustav Lindstrom. Là. Je sais que c'est pas ce qu'il y a de plus emballant, là, mais... D'ailleurs, on va mettre Gustav Lindstrom sur... Ça va être la photo qui va identifier... Jack, il cherche... il cherche la photo de Gustav. 2 photos par semaine, c'est beaucoup. Oui, pourquoi pas Logan Mailloux? Parce qu'il a été quand même assez inconstant à Laval jusqu'à présent. Puis non, mais moi, j'aimerais ça, là. Mais tu ferais beaucoup plus de... C'est plus sexy. Ça serait plus sexy, la photo de Logan Mailloux. Le titre pourrait être « Pourquoi pas Logan Mailloux? » Pourquoi pas Logan Mailloux? Interrogation avec une face à Logan. La face à Logan. Mais vite de même, tu regardes ça. Ça pourrait être... Mais on peut pas faire ça parce qu'on sait même pas si Savard est blessé. Exactement. Parce que là, je voyais Jacques-Alexis trépigner. On a une photo. Mais non, on va lui dire, Jack, c'est pas possible de faire ça. Ça pourrait être Mathias Norlinder aussi. Ouais. Nous, on le sait pas. Même s'il n'est pas droitier. Mais vous le savez. Puis c'est pour ça que vous êtes des auditeurs et des auditrices exceptionnels. Rappelez-nous pour nous le dire. Écrivez-nous pour nous dire quand vous saurez. On va mettre la question du public. On a fait le tour, hein, Canadien. Y a-tu d'autres choses? Le Canadien, je voulais parler de ton sujet préféré. Là. Ah, quoi? Là, qui on échange à la date limite parce qu'on est dans le trêve jusqu'au genou. Là. Monahan,
Pearson, Jake Allen, tous les vétérans. Ben, les mal-aimés. Qui sont au sommet de leur art. Imagine le nombre de choix de premier tour que tu peux aller chercher avec ça. Oui, je l'ai entendu. Je l'ai entendu hier. Là, Non, on en parle. Là. Ça tourne, ça roule toujours. Mais sérieusement... J'ai commencé à l'entendre de chez ailleurs. Là. Disons que ça va être bon. On fait des blagues parce que c'est le 24 octobre, là, mais disons que tu es à l'extérieur des séries, puis que Monahan est en santé, puis qu'il a joué toute la saison, puis clairement, c'est un gars qui aime ça, qui aime le rôle qu'il a à Montréal, qui aime la ville. Tout ça, c'est très clair. Hughes va avoir un dilemme. Un dilemme. Mais moi, je vais être du camp de garde-le, parce que, comme je disais tantôt, je trouve que c'est un beau complément. Je veux dire, ça va bien. Ça veut dire qu'il faut que tu lui fasses une offre. Oui, ce serait ça mon... Tu lui déposerais une offre de contrat. Oui. Mais Pearson, peut-être moins, ou enfin, je sais pas. Fait que c'est ça que tu avais à dire? Oui. OK. Toi, qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Ça va dépendre de où est-ce que le Canadien va en être. Je pense que Pearson est effectivement un élément interchangeable, disons. Là. Mais Monahan, j'aurais tendance à penser qu'effectivement, ça dépend. Ça dépend, s'il veut 5 ans parce qu'il sait que c'est vraiment son dernier coup à jouer. C'est là que ça va peut-être être plus difficile. Les Canadiens ont procédé au rappel du défenseur. Gustave Lindstrom. Ah, mais ça, c'est pas bon, ça. Et voilà. Alors, finalement, on le sait avant les auditeurs. Bon, as-tu ta photo, hein, Jack? Au début de la saison, ce sont toujours les bons vieux vétérans. C'est ça. Exact. Toujours. Monsieur Savard est blessé, donc on ne sait pas quelle en est la teneur, mais c'est ce qu'on comprend. Et Lindstrom sera du match de ce soir. Question du public, réseaux sociaux. Question du public, réseaux sociaux. Alors, on se sert... Dans le fond, ce sera l'épisode où l'auditoire est mis à contribution, 2 fois plutôt qu'une, parce que je veux vous entendre un peu sur certaines anomalies du début de saison. Puis on a demandé donc à ceux et celles qui suivent les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport quelle était, à leur avis, la plus grande anomalie cette saison. Il y en a, à mon sens, il y en a quelques-unes. On commence sur le book. Il y a Matt qui dit les Flyers de Philadelphie en tête de la division métropolitaine. Ouais. Alors, on pourrait jouer à genre anomalie ou... pas anomalie. Mythe ou réalité? Ouais, ou c'est que... Balloon ou pas balloon? C'est bon, ça. C'est maintenant le moment de jouer à balloon ou pas balloon. Alors, les Flyers de Philadelphie, balloon ou pas balloon? Balloon. Balloon, Martin? Balloon, ils vont être respectables, je pense. C'est une équipe. Non, mais balloon, je pense que ça veut dire que... Mais est-ce qu'on va maintenir ça? Oui, c'est sûr que ça va dégonfler. Ouais. Mais tu penses qu'ils vont être... Parce qu'on leur prédisait quand même... personne ne voyait... En fait, on leur prédisait comme le dernier rang de la métropolitaine. Ouais, mais peut-être que ce ne sera pas ça. Ouais. Toujours sur le book, on en a parlé un peu, mais Nicolas parle des Oilers. Quoique... Ouais, ça... là, je comprends plus mon jeu. Faut que je dise ballon. Non, ballon. On n'est pas obligé. Là, c'est pas une ballonne, tu sais. Je pense que ça va se replacer. Est-ce que ça va se regonfler? Oui, ça va se regonfler. Là. Ouais, donc, dans le fond, c'est une ballonne. Regarde, on va changer de thème. Les Oilers, ça devrait se replacer. Mais par contre, les Oilers, début de saison très mauvais. Connor McDavid qui se blesse pour 2 semaines. Ils ont au cours des 3-4 dernières saisons, McDavid n'a pas manqué beaucoup de matchs à Edmonton. Alors, c'est pas de nature à les aider à se relever. Et s'ils arrivent, après les 10 premiers jours de novembre et qui sont dans un trou assez profond, ça va être spectaculaire. Ils vont le redresser. Ils ont tellement de talent. Mais tu veux pas qu'une saison... Quand tu débutes une saison et tu es parmi les équipes favorites pour aller jusqu'à la Coupe, tu veux pas être obligé de courir après ton souffle c'est pas l'idéal. Jusqu'au dernier match. Disons et quand tu pars mal dans la Ligue nationale, c'est très difficile à revenir. Alors, ça va être... c'est pas une belle situation. Il faut que ça se redresse rapidement. Oui. C'est qu'ils sont déjà... on est déjà rendu à un moment où il faut que ça se passe là. Oui, parce que le 29 octobre, si t'es pas en série, c'est terminé. Tu perds ton temps. Toujours sur le book, Mathieu, les Bruins. Bon sang, les Bruins. Voyons donc. Moi, je me demande, sachant qu'ils avaient Mathieu Poitras, pourquoi
pourquoi ils ont continué à faire jouer Patrice Bergeron aussi longtemps. Il est cœur avec ça quand même. Ils l'ont Hein? tassé. Mais Bergeron voulait revenir. Ils l'ont tassé. on a Mathieu Poitras, mais fiche de 5-0 après avoir perdu les deux premiers centres. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de contributions offensives de la part des centres, à part Poitras qui a 2 buts. Mais les Bruins, depuis le début de la saison dernière, fichent de 70 victoires, 15 défaites en temps régulier et 15 en... Ah oui, c'est ça se poursuit sur ces 5 victoires qui continuent leur record de l'année dernière. C'est ça, et c'est quand même phénoménal. Là. Moi, je pensais qu'il allait avoir des petits problèmes d'aiguillage pour commencer, puis c'est comme si... ça n'a pas d'allemand. C'est comme si c'était rien passé. Mais c'est ballon ou pas ballon? Ballon. Non, pas ballon. Tu veux pas ballon. Tu veux pas? Okay. Ben là, ils vont pas gagner 82 matchs, là, mais... Tu vois qu'il se protège depuis la saison dernière. Il veut plus. Je fais attention. Puis en plus, il est chaudé. Si un centre qui est disponible, on entendait dire que les Bruins étaient très combatifs pour essayer de lui mettre la main au collet. Ça pourrait être le cas éventuellement d'Elias Lindholm à Calgary si on ne s'entend pas sur une prolongation de contrat. Alors, t'es pas Elias Pettersson aussi à Vancouver? Oui, mais Pettersson n'est pas quand même joueur autonome avec restriction au terme de la saison. Non, mais ils se sont dit... en tout cas, les Canucks ne sont pas dit s'il ne veut pas rester... non. Je me rappelle pas de... ça m'a je mets pas en doute étonné. Ce que tu dis, je me rappelle pas. Nous aurons l'occasion. Si j'étais eux autres... c'est pas moi. Moi, je ferais... pas le genre de propos que j'aurais tenu. Exactement. Mais oui, on disait les Bruins très combatifs pour essayer de dénicher un autre centre. Et puis là, il en reste... Lindholm n'est pas sur le marché, mais pourrait l'être. Ça va vraiment dépendre de comment ça se passe avec Calgary. C'est pas mal le seul gros nom qui reste encore là, parmi les joueurs de centre. Donc moi, je serais même pas surpris qu'éventuellement les Browns fassent comme on a fait l'acquisition d'Elias Lindholm, on l'a signé pour 7 ans à 7,8 millions. Là, tu fais comme ils sont de retour comme force. Parce que là, c'est Zaka qui est l'autre centre de top 6, mettons. Pavel Zaka. Si tu peux le remettre à l'aile. Charlie Coyle. Mathieu Poitras. Puis Mathieu Poitras fait le mais c'est fascinant. Tu regardes, ce jeune-là a percé l'alignement des Bruins. Tu regardes le parcours dans les rangs juniors, c'est un marqueur de quoi? 16 buts, 21 buts, Mathieu Poitras, qui distribue bien la rondelle. Choix de deuxième tour, ça ressemble beaucoup à Patrice Bergeron. 16 buts à sa deuxième année à Guelph, mais 79 passes. 95 points, mais oui, exact. Choix de deuxième tour qui perce la formation très jeune. Bergeron l'avait fait à 18 ans, lui, il le fait à 19, mais... quand même. Et il y a un bon départ. Alors, c'est quand même intéressant. Mais ballon ou pas ballon, Mathieu Savoie? D'ailleurs, j'en profite pour saluer notre collègue ou Mathieu Savoie? Mathieu Savoie, c'est à Buffalo. Lui, plus ballon, je pense. On verra, là. Non, mais le gars de Boston, là. C'est quoi Mathieu son nom? Poitras. Moi, Brad Marchand a dit pas ballon. OK. Fait que je vais prendre Brad Aumour. C'est quand même fou, tous ces francophones qui sont partis vivre ailleurs en Amérique du Nord. Ils reviennent par le truchement de la Ligue nationale. Les Savoie, les Poitras. Voilà. Regarde, c'est un grand continent. Les Bédards. Les Bédards. Oui. Sur le Twitter, qu'est-ce qui se passe? Il y a encore de la nouvelle de dernière heure. Je l'ai échappé, mais attends, je vais aller vous chercher ça. Vas-y. Pendant ce temps-là, sur Twitter, tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Boston, on vient d'en parler, mais Détroit, Détroit, ça n'a pas d'allure. Ballon. Oui. Moi, Détroit, j'y croyais absolument pas. Donc, je suis vraiment surpris. C'est ça. Mais ils vont probablement être moins mauvais que ce que je pensais. Un peu comme Philadelphie, on disait. Oui. Mais là, ils devraient être meilleurs que Philadelphie. Là. Mais bon. Quelle est la plus grande anomalie en ce début de saison? C'est ce qu'on vous demandait sur les réseaux sociaux, toujours sur Twitter. Alex dit « Pas de tellement hockey chaque jour. » ça, c'est gentil. Il voulait être dans l'émission. C'est réussi. Bravo, Alex. Benoît dit les sièges vides à Winnipeg. Je sais pas, est-ce que c'est une anomalie? Je pense que c'est une anomalie. Moi aussi, je pense. Beaucoup de gens sont surpris de ça. C'est le plus petit amphithéâtre de la Ligue nationale depuis qu'ils ont obtenu... comment on peut dire? Ils se sont réaccaparés leur équipe. C'était à guichet fermé presque tout le temps. Là. De voir qu'il y a des sièges vides, c'est préoccupant. Est-ce qu'on tire trop? Est-ce qu'on a haussé les prix? Est-ce qu'on a franchi la limite? C'est une très bonne question, mais
Les gens ont moins d'argent aussi. Là. Le dollar, l'inflation. Le dollar loisir, forcément. Et puis les Jets, pour l'instant, c'est pas une équipe des plus compétitives. Du moins, on ne sait pas trop à quoi s'attendre. Mais souvent, ça va en augmentant là, au fur et à mesure que la saison avance un peu partout dans les amphithéâtres de la Ligue. Donc, je prendrais ça avec des pincettes pour le moment. Il ne faudrait juste pas que ça devienne une tendance. Hier, à Buffalo... il y avait beaucoup de sièges vides. Ciboulettes. C'est Buffalo que c'est une tendance. Je lisais, c'est ça, depuis la pandémie. Avant, il y avait beaucoup de gens du Canada qui allaient voir les matchs. Mais à Buffalo, ils ont la compétition avec les Bills aussi à ce temps-ci de l'année. Ce qui est pas, je pense pas que le... Ton dollar loisir passe vite dans le tailgate des Bills. Ton $1000 loisir. Mais c'est quand même étonnant avec... Pour une fois, ils ont une... Mais là, ils sont mal partis, là, évidemment. Là. C'est la malédiction de Buffalo, mais... Ça fait longtemps là, qu'ils n'ont pas eu une équipe aussi prometteuse et aussi excitante avec plein de vedettes offensives et tout. Donc, tu te dis, c'est décevant. Je suis certain que les propriétaires sont déçus. Les Pégous, là, si jamais ils ont le temps de regarder autre chose que Josh Allen. Donc, ils sont propriétaires, pas de Josh, là, mais des Bills. Jusqu'à un certain point. Peut-être que c'est les Blue Bombers qui font de l'ombre aux Jets. Tu pourras ajouter des rires en canne. Non, il veut pas. Mais non, mais ils sont bons, les Blue Bombers. Je sais pas. Mais là. Et on termine avec une sur le Gram. On vous demandait quelle est la plus grande anomalie en ce début de saison dans la LNH. Il y a Frat99 qui dit le CH qui gagne. Ballon ou pas ballon? Je serais surpris qu'ils maintiennent une moyenne de 700 moi aussi. Encore longtemps. Mais c'est une équipe qui se bat et c'est un bon point de départ. C'est ça. S'il n'y a pas 600 matchs de ratés pour des raisons de blessure, cette équipe-là va se battre longtemps. Ils sont déjà à 100 kek, là, après d'assurer. Là. 2 choses pour vous. Alors, les Blue Bombers sont 13-4. Premier dans on a l'explication. C'est pour ça que les Jets se payent. Il semblait aussi qu'il était dominant. Et David Savard est blessé. Mais je recherche, là. Ce sera pas long. Sera tenu à l'écart du jeu pour une durée indéterminée en raison d'une blessure au haut du score. Ouais. J'imagine que ça dépend. Si tu tiens ta main au-dessus de la taille, c'est au haut du score. Alors, beaucoup de transparence et d'information, mais bref, il est blessé, là. C'est ce qu'on avait pu déduire avec le rappel de notre ami Gustave. La main, c'est vraiment la partie du corps la plus difficile à situer. Le thérapeute doit faire on met ça où, là? Il pourrait ajouter une catégorie, dire au milieu du corps. Au milieu du corps. En même temps, c'est un peu arbitraire, le haut et le bas. La main, c'est mélangeant. À un moment donné, t'ajoutes des parties. Là, il est blessé à un bras ou à une jambe. Mais éventuellement. C'est assez primaire. Haut et bas du corps, c'est assez primaire. Sud-sud-ouest. Ouais. Juste avant, j'imagine que tu t'en allais conclure, mais est-ce qu'ils ont écrit que c'était une blessure significative? Non. Phew! Parce que ça, il y avait des qualificatifs aussi maintenant. Mais significatif, c'était pour Caden? Par rapport à insignifiant. Non, c'était pour Kirby. C'est pour Kirby, Ça l'était parce que 24 heures après, on apprenait que sa saison était terminée. C'était très significatif. Mais indéterminé, c'est inquiétant aussi. Est-ce que c'est aussi inquiétant que significatif? C'est un adjectif qu'on connaît, indéterminé. Il y a droit souvent. Ça peut être très, très longtemps indéterminé. Donc, il respecte la définition du mot à la lettre. Là-dessus, c'est très indéterminé. C'est flou. Là-dessus, on peut pas rien dire. C'est vraiment indéterminé. Mais j'ai pas demandé encore à Chantal Maccabé si c'était quoi le contraire d'une blessure significative. T'sais. Mais on l'a dit, on en a parlé. Nous, on a suggéré une blessure insignifiante. Je sais pas si elle adopte notre théorie. Ça nous prendrait un lexique. Il faudrait que le Canadien publie un lexique. Honnêtement. Dans le guide des médias, au début de l'année, il y a une section. Les gars, ça cabotine pour vrai. Chance que vous êtes là. C'est un rayon de soleil dans cette fin de mois d'octobre, qui en a grandement besoin. Le week-end a été top. Qui en a grandement besoin. Alexandre Gascon, je rappelle que tu es journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Merci de le rappeler. Alors, check ça, là. Check ça. J'avais une coupe de... Est-ce qu'on passe la soirée ensemble? Jeudi et samedi. OK, pas ce soir. Non, ce soir, c'est l'ami Marc-Antoine. Romance. Alors, je vais être seul ce soir. Parce que Marc-Antoine, il passe la soirée avec Harpin, je pense. Oui, c'est ça. Il y a de la difficulté avec sa rupture. Oui, c'est dur. Hein? Ouais. Ils disent que c'est 1 mois par année que tu as passé avant de pouvoir tu devrais passer pas mal la saison tout seul. Ouais. Après moi, cette saison-ci, tu vas être soit avec moi, soit tout seul. Mais c'est pas grave. Non, c'est normal. Fait qu'on se voit jeudi. Oui.
Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports de Radio-Canada. Merci infiniment. Et je m'en estime fort privilégié. Et, comment dire, on pourrait pas faire mieux. On voudrait. On pourrait pas. T'es fin. Benoît Durand. Hey, merci, Benoît, aux tables tournantes. Collaborateur à l'émission. Oui, voilà. Idéateur, concepteur. Responsable du contenu. Responsable du contenu. Merci, Benoît. Et le téléphone sonne. C'est le syndicat. Faut faire attention. Et Jacques-Alexis Bernardin est le réalisateur de Tellement Hockey. Merci infiniment, Jacques-Alexis. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été là. Puis passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.